Dans cette vidéo, je vais vous parler donc d'énonciation, de notions et d'opérations. La théorie de l'énonciation, c'est une théorie linguistique. En général, on date sa naissance des travaux d'Émile Benveniste dans les années 60 et dans les années 70. C'est une théorie qui a connu beaucoup de prolongements en fait, puisque après on a des linguistes comme Antoine Culioli ou des logiciens comme Jean-Blaise Grise ou des psychologues comme Francis Bresson qui s'intéressent évidemment beaucoup à cette question de dénonciation. Et donc, si j'ai cité ces trois noms-là, c'est parce que Grise, Bresson et Culioli ont fait ensemble un séminaire qui a un peu fait date dans l'histoire de la théorie de l'énonciation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énonciation ? Eh bien, l'énonciation, c'est ce moment, en fait, où l'individu prend la parole et c'est tout ce qui constitue la différence, en fait, entre la langue comme un ensemble de formes et la langue comme un acte et une prise de parole qui insère l'individu dans le langage et qui fait exister toute une série de catégories linguistiques. On va le voir en détail avec les premiers travaux de Benveniste. On va relire ensemble l'appareil formel de l'énonciation et je pense que vous comprendrez beaucoup mieux en fait ce que c'est que l'énonciation en soi. Parce que, évidemment, c'est une théorie qui est souvent mal comprise, en fait, parce qu'on pense à la langue depuis très longtemps comme un ensemble de formes, un ensemble de relations formelles, un ensemble de phrases, une combinaison entre des structures syntaxiques et du lexique. Eh bien, l'énonciation prend en compte en fait quelque chose de beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'elle prend en compte le sujet qui parle et la manière dont il s'approprie la langue. Donc, beaucoup de linguistes vous diront la théorie de l'énonciation, c'est plus de la linguistique, ou c'est de la philosophie, ou c'est de la psychologie, ou c'est c'est quelque chose qui est un peu décloisonné en fait par rapport à la linguistique pure et dure, si j'ose dire, où on essaie de séparer en fait la langue de ses conditions de production, des sujets qui la parlent, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses, il y a plein d'écoles différentes en linguistique. C'est ça qui fait l'intérêt de la linguistique, entre autres, et c'est ça qui fait l'intérêt de ce cours qui est justement la diversité théorique en sciences du langage. Donc comment on reste divers. Je veux dire, vous voyez que la diversité à l'heure actuelle, c'est plutôt une qualité dans beaucoup de domaines, que ce soit la biodiversité ou que ce soit la diversité de genre, etc., la neurodiversité, donc toute une série de diversités qu'on voit d'une manière plutôt positive. Donc là, on va parler de cette théorie-là, en fait, qui naît donc avec les travaux de Benveniste. On va regarder le cadre formel de l'énonciation, je vous le disais à l'instant. C'est l'article de Benveniste qui est un article assez fondateur, en fait. Même s'il est très bref, en fait, il pose déjà un certain nombre de choses qui vont être un peu les bases de l'énonciation. Par exemple, les idées de je, ici et maintenant. En fait, vous voyez que quand je dis ces trois mots, je, c'est moi qui prends la parole. Donc le je ne peut référer qu'à l'énonciateur lui-même. En fait, le je réfère à l'énonciateur lui-même. Et en tant que tel, il n'existe comme individu linguistique, ce je, ce pronom, que dans une situation d'énonciation et référant à celui qui prend la parole. Ici, évidemment, DXIS, localisation, mais aussi évidemment qui met en relation en fait l'énoncé qu'on profère avec le lieu d'où on le profère. Si je parle d'ici, eh bien évidemment c'est la pièce où je suis en train d'enregistrer cette vidéo sur l'énonciation. Maintenant, donc, là, Benveniste, dans le cadre formel d'énonciation, va montrer que maintenant, comme le temps présent, comme le présent, est proprement la source du temps. Que c'est le début de la temporalité. En fait, quand on parle, eh bien, on instaure un pronom, un je, on instaure un interlocuteur, le tu, on instaure une série d'autres choses comme des noms-personnes qui seront désignées par le pronom de la troisième personne, par exemple. Donc ça, on va y revenir
en détail évidemment, et on instaure aussi, on démarre en fait l'énonciation, crée ce maintenant auquel on va toujours pouvoir référer et met en place en fait le décor, la situation d'énonciation à laquelle on va pouvoir toujours se référer aussi. Donc vous verrez, mais évidemment créer aussi la temporalité, enfin nous inscrit dans la temporalité du maintenant, qui va avec la catégorie du présent. Donc on va regarder ça en détail. C'est peut-être, ça sera peut-être quelque chose qui vous paraîtra un petit peu inhabituel par rapport aux formes de linguistique ou d'analyse syntaxique ou de grammaire que vous avez pu connaître. Mais si vous regardez un petit peu, si vous arrivez à relier ça en fait par rapport à ce que vous faites, je pense principalement aux didacticiens en fait. Quand vous voyez l'évolution en fait des théories en didactique des langues depuis les débuts les débuts des travaux du Conseil de l'Europe, comme par exemple un niveau seuil, threshold level en anglais, ou comme le cadre européen commun de référence, en fait, l'essentiel de ces travaux-là sont fondés sur des théories énonciativistes. L'approche notionnelle fonctionnelle, en fait, elle est fondée sur un type de philosophie du langage qui relève clairement de l'énonciativisme et d'une école américaine qui se préoccupe d'actes de parole, hein, et donc qui est aussi assez fortement influencée par Benveniste et par un certain nombre d'autres linguistes proches de la théorie de l'énonciation. Donc c'est un rapport très très direct en fait avec ce que vous faites, enfin avec les théories qui sous-tendent en fait des instruments que vous allez utiliser au quotidien. Quand vous voyez par exemple les notions dans l'approche notionnelle fonctionnelle qui commence avec le niveau seuil, eh bien ces notions elles découlent très exactement des notions en fait qu'évoque Benveniste et que va reprendre Culioli, expliquant que les notions en fait sont des propriétés d'objets prises à l'intérieur de cultures. Donc ça, on va le regarder en détail, on va voir comment se construisent les notions, on va voir aussi un certain nombre de travaux qu'on a pu faire sur ces questions-là, et on va relire en fait des grands textes, quelques grands textes rapidement. Enfin, j'espère que ce sera pas trop fastidieux pour vous, parce que moi c'est des textes que j'adore, donc ça ne me dérange pas de les relire plusieurs fois. Mais on va relire donc l'appareil formel de l'énonciation de Benveniste, au moins une partie. Et quelques textes qui sont probablement plus accessibles que les textes directs d'Antoine Culioli, qui sont des textes de Jean-Blaise Grise, donc qui est le logicien qui a travaillé beaucoup avec Antoine Culioli. Ensuite, je vous expliquerai deux, trois choses que j'ai pu faire pendant mes travaux de recherche sur la construction des notions dans la vulgarisation scientifique, en fait, et donc sur l'application d'un certain nombre de la théorie de Culioli et formalisée par Jean-Blaise Grise, donc sur voilà, ce qu'on appelle la logique naturelle, qui est une forme théorique donc conçue par un logicien. Jean-Blaise Grise n'est pas un des moindres logiciens, puisqu'il a été le logicien de Jean Piaget, et il est venu dans notre jolie université au moment de ma soutenance de thèse, au moins, puisqu'il était membre de mon jury de thèse. On va donc attaquer notre approche de l'énonciation à travers un des textes fondateurs, donc comme je vous le disais, donc l'appareil formel de l'énonciation de Benveniste, donc qui est paru en 1970. Vous avez la référence ici complète. Émile Benveniste, l'appareil formel de l'énonciation dans Langage, 5e année, numéro 17, 1970. Donc vous voyez que bon, ça a 50 ans, donc c'est certainement pour vous, ça ne paraît pas tout jeune, mais en fait évidemment à l'aune de l'histoire de la linguistique, c'est relativement récent. Enfin, on peut voir ça de différentes façons évidemment. Si on considère que la fondation de la linguistique c'est Saussure, 1912, donc c'est à peu près au milieu de l'histoire actuelle de la linguistique. Voilà, donc en fait je vous propose une lecture en fait de cet appareil formel de l'énonciation pour voir un peu quelles sont les caractéristiques en fait
de ce que Benveniste met dans l'appareil formel de l'énonciation. Donc appareil, donc un ensemble de mécanismes formels, donc correspond à une certaine logique ou à un certain nombre de formes, et l'énonciation, donc c'est la notion que Benveniste va s'efforcer de conceptualiser en fait, qui change assez fondamentalement en fait l'approche qu'on va avoir de la langue par rapport à la linguistique structuraliste ou par rapport à la grammaire générative et transformationnelle qu'il mentionne d'ailleurs dans cet article. Hein, vous verrez que en fait, donc 1970, on est déjà 15 ans après, mine de rien, la publication de Structures syntaxiques de Noam Chomsky. Donc historiquement, en fait, on a tendance à voir peut-être l'énonciation comme quelque chose d'un peu plus ancien que la grammaire générative, ou pas pas tout à fait dans les mêmes périodes peut-être, mais en fait c'est vraiment contemporain, et la grammaire générative, en tout cas en Amérique, commence avant, à peu de choses près, oui, on peut le dire, parce que bon, les travaux de Benveniste ont démarré aussi dans les années 60. Donc c'est pratiquement concomitant, hein, la grammaire générative un petit peu avant, l'énonciation un petit peu après. Voilà ce que dit Benveniste. Toutes nos descriptions linguistiques consacrent une place souvent importante à l'emploi des formes. Ce qu'on entend par là est un ensemble de règles fixant les conditions syntactiques dans lesquelles les formes peuvent ou doivent normalement apparaître, pour autant qu'elles relèvent d'un paradigme qui recense les choix possibles. Donc voilà, donc un ensemble de règles, hein, c'est une des manières de voir la linguistique, hein, une place importante à l'emploi des formes, et un ensemble de règles de formation des phrases, un ensemble de règles qui combinent en fait les règles syntaxiques et du lexique qu'on va intégrer dans des modèles déjà définis. Ces règles d'emploi sont articulées à des règles de formation préalablement indiquées, de manière à établir une certaine corrélation entre les variations morphologiques et les latitudes combinatoires des signes. Accords, sélection mutuelle, prépositions et régime des noms et des verbes, place et ordre, etc. Il semble que les choix étant limités de part et d'autre, on obtient ainsi un inventaire qui pourrait être théoriquement exhaustif des emplois comme des formes, et en conséquence une image au moins approximative de la langue en emploi. Donc on a l'idée, en fait, cette idée qu'on va avoir un peu, c'est un peu le côté grammaire, dictionnaire des méthodes traditionnelles pour les didacticiens. Hein, je veux dire, on pense qu'en ayant d'un côté un bon dictionnaire avec une vision un peu exhaustive ou la plus étendue possible du lexique de la langue. Vous savez bien que c'est impossible d'avoir une vision exhaustive du lexique parce que c'est quelque chose qui est totalement infini, hein, le lexique d'une langue. On peut toujours y ajouter des éléments, contrairement évidemment à la syntaxe ou à la morphologie ou encore plus à la phonologie de la langue. Donc on imagine qu'en fait avec un ensemble de règles de bonne formation des phrases et un lexique assez étendu, on va avoir une image possible de la langue en emploi, ce qui est évidemment complètement une fiction en fait. Vous pouvez avoir un très bon dictionnaire et de très bonnes règles de formation, ça ne produira pas du tout ce qu'un individu produirait en situation, et on va voir pourquoi à travers la théorie de l'énonciation, à travers ce cadre formel de l'énonciation. Nous voudrions cependant introduire ici une distinction dans un fonctionnement qui a été considéré sous le seul angle de la nomenclature morphologique et grammaticale. Les conditions d'emploi des formes ne sont pas, à notre avis, identiques aux conditions d'emploi de la langue. Ce sont en réalité des mondes différents, et il peut être utile d'insister sur cette différence qui implique une autre manière de voir les mêmes choses, une autre manière de les décrire et de les interpréter. Donc on va rentrer dans une autre manière de voir effectivement la langue. Donc c'est effectivement une espèce de révolution en fait, puisque depuis Port-Royal et depuis toute une série d'ouvrages en fait sur la langue, que ce soit de la grammaire traditionnelle, que ce soit par la suite de la linguistique, on est resté très très focalisé en fait sur la construction des phrases
sur bon, le lexique aussi évidemment, mais on est resté très focalisé sur une tentative de logicisation de la langue, de la faire rentrer dans des cadres logiques et d'une part de la rendre plus précise, de la dépouiller de ses ambiguïtés et de la décrire d'une manière aussi qui corresponde à ce type d'usage-là en fait. Ça n'a pas été inutile, ça a été toute une période très très utile, c'est encore utile de travailler sur ces aspects-là, parce que ça permet de découvrir en fait aussi le génie de la langue, des langues humaines en fait, qu'on peut après rendre plus logiques, et même les formaliser, au point d'arriver à des langages informatiques ou à des langages mathématiques. En fait, tout ça découle des langues humaines. Hein. Cependant, en fait, on peut voir aussi qu'il y a plein d'autres civilisations en fait, où on a vu la langue d'une manière différente. Et ça, je pense que pour Benveniste, c'est quelque chose d'assez fondateur, en fait. On va le voir après quand il va parler des pronoms, en fait. C'est-à-dire que l'énonciation reprend aussi un certain nombre d'idées, par exemple, des grammairiens arabes du XIVe siècle, du XVe siècle. Donc il y a toute une série de choses qui permettent de revenir ou de réactualiser d'une manière nouvelle des choses qu'on avait un peu oubliées à travers la tentative de mise en forme et de rationalisation de la langue dont les débuts datent du XVIIIe siècle. Et sont repris d'ailleurs très fortement par Chomsky, qui est un grand admirateur de la grammaire de Port-Royal. J'aime beaucoup les travaux de Chomsky, j'aime beaucoup utiliser structure syntaxique des vieux travaux de Chomsky et des plus récents. J'aime beaucoup le Chomsky actuel aussi tel qu'il est. Mais voilà, on a plusieurs écoles différentes de linguistique qui ne sont pas rivales, qui sont assez complémentaires en fait. Donc l'emploi des formes, partie nécessaire de toute description, a donné lieu à un grand nombre de modèles, aussi variés que les types linguistiques dont ils procèdent. La diversité des structures linguistiques, autant que nous savons les analyser, ne se laisse pas réduire à un petit nombre de modèles qui comprendraient toujours et seulement les éléments fondamentaux. Du moins disposons-nous ainsi de certaines représentations assez précises, construites au moyen d'une technique éprouvée. Donc les formes, évidemment, sont très très variables selon les langues, et bien sûr, ça a occupé énormément les linguistes. Et il y a encore d'ailleurs de quoi s'occuper énormément, en fait, puisqu'on parle 8000 langues différentes à peu près sur la planète, qu'elles ne sont pas toutes complètement décrites, loin de là. Donc il y a encore énormément de travail de ce côté-là, du côté de la description linguistique. C'est malheureusement dans beaucoup de cas des choses qui sont très peu financées. En fait, je vous ai raconté déjà dans d'autres cours que j'ai travaillé assez longtemps dans des îles du Pacifique, au Vanuatu, donc dans ces îles-là, il y a plus de 108 langues, très peu sont correctement décrites en fait, et donc il y a un travail énorme à faire. Dans la Fragmentation Belt en Afrique, on parle plus de 2000 langues, enfin dans toute la partie donc, qui est au sud du Sahara, peu sont décrites. Mais finalement, pour trouver des financements pour faire ce genre de choses, pour vivre simplement de leur description, ou pour que les locuteurs se forment et se mettent à les décrire, ben on n'y est pas encore et on n'y sera peut-être jamais. Peut-être beaucoup de ces langues vont disparaître avant d'être complètement décrites. Donc il y a une grosse diversité des structures linguistiques, autant que de types linguistiques dans les langues, et ça ne laisse pas réduire, enfin la diversité des structures linguistiques ne se laisse pas réduire à un certain nombre de modèles qui comprendraient toujours et seulement des éléments fondamentaux. C'est-à-dire que les types de phrases, évidemment, on peut dégager des phrases canoniques, mais dans l'énonciation, enfin dans la prise de parole réelle des individus, qu'elle soit par écrit ou par oral, on n'aura pas que ces quelques types fondamentaux de phrases. Toute autre chose donc, est l'emploi de la langue, donc même si on a une description bien construite, il s'agit ici d'un mécanisme total et constant qui, d'une manière ou d'une autre, affecte la langue entière. La difficulté est de saisir ce grand phénomène, si banal qu'il semble se confondre avec la langue même, si nécessaire qu'il échappe à la vue. L'énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'énonciation. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à travers les théories de l'énonciation, en fait, c'est d'observer en fait, l'appropriation par le sujet de la langue et la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation de la langue, c'est-à-dire ce qu'on fait quotidiennement en fait. Chaque jour, on utilise la langue
et on se l'approprie, en fait, on la remet en jeu, et on la remet en fonction, d'ailleurs avant de la remettre en jeu, et on l'enrichit, et on produit des discours qui vont enrichir des notions que d'autres vont utiliser, etc., etc. Donc l'utilisation de la langue à travers l'énonciation, c'est de cela qu'on veut parler, en fait, hein, et pas uniquement des aspects de forme ou des aspects des structures de l'aspect des structures des phrases canoniques, etc. C'est une description relativement coupée du réel, en fait, et relativement abstraite de la langue. On décrit principalement dans la linguistique, enfin vous le voyez dès que vous observez des exemples dans la grammaire générative de Chomsky, la plupart des exemples qu'on décrit sont plutôt des fictions linguistiques que des énoncés réellement produits. Le discours, dira-t-on, qui est produit chaque fois qu'on parle, cette manifestation de l'énonciation, n'est-ce pas simplement la parole? Donc, distinction langue-parole chez Saussure, hein, la parole, l'acte individuel d'appropriation de la langue, enfin, le sujet parlant parle et produit de la parole, et on a une abstraction qui est la langue, en fait, donc une synthèse un peu de toutes les choses régulières dans les différentes prises de parole des individus. Il faut prendre garde à la condition spécifique de l'énonciation. C'est l'acte même de produire un énoncé et non le texte de l'énoncé qui est notre objet. Donc l'acte de produire. Donc vous voyez que là, on va rentrer dans cette idée d'acte que vous allez trouver dans d'autres types de philosophie du langage. Et de plus en plus, en fait, on met l'accent, c'est une caractéristique peut-être de l'époque, sur l'acte plus que sur des connaissances déclaratives ou des connaissances descriptives. Vous voyez que quand on parle depuis le milieu des années 70 ou le début des années 80, quand on parle d'une langue, en didactique en tout cas, on parle d'acte de parole, de ce qu'on fait avec la langue. Donc cette notion d'acte, elle est assez centrale, la notion d'action en fait, est devenue quelque chose de complètement central. Cet acte est le fait du locuteur qui mobilise la langue pour son compte. Donc on a une possibilité de langue, on a des connaissances sur une langue, et on va mobiliser cette langue pour parler, et donc pour produire un discours qui correspondra à un certain nombre de caractéristiques, comme on va le voir quand on regardera le modèle de la communication de Grise. La relation du locuteur à la langue détermine les caractères linguistiques de l'énonciation. On doit l'envisager comme le fait du locuteur qui prend la langue pour instrument et dans les caractères linguistiques qui marquent cette relation. Ce grand procès peut être étudié sous divers aspects. Nous en voyons principalement trois. Le plus immédiatement perceptible et le plus direct, bien qu'en général on ne le mette pas en rapport avec le phénomène général de l'énonciation, et la réalisation vocale de la langue. Donc évidemment, là, on est aussi dans cette idée que ce qui est premier, c'est l'oral, c'est la réalisation vocale. C'est l'idée des linguistes depuis Saussure, évidemment. Les sons émis et perçus, qu'ils soient étudiés dans le cadre d'un idiome particulier ou dans leur manifestation générale comme procès d'acquisition, de diffusion, d'altération, ce sont autant de branches de la phonétique, procèdent toujours d'actes individuels que le linguiste surprend autant que possible dans une production native au sein de la parole. Dans la pratique scientifique, on s'efforce d'éliminer ou d'atténuer les traits individuels de l'énonciation phonique en recourant à des sujets différents et en multipliant les enregistrements, de manière à obtenir une image moyenne des sons distinctifs ou liés. Mais chacun sait que chez le même sujet, les mêmes sons ne sont jamais reproduits exactement, que la notion d'identité n'est qu'approximative, la même où l'expérience est répétée dans le détail. Ces différences tiennent à la diversité des situations où l'énonciation est produite. Donc vous voyez que même dans la phonétique, et dans la phonologie, les réalisations des phonèmes sont à chaque fois légèrement différentes. On a des ensembles en fait de traits, de formants, etc. En fait, ce qu'on détermine comme phonème est une abstraction en fait à partir de différentes réalisations très différentes, de différentes réalisations qui sont prises dans l'acte d'énonciation. Quand on parle, évidemment, tout ne va être que différences et variations. Après, on va faire à partir des enregistrements
puis des transcriptions phonétiques qui seront déjà un premier degré d'abstraction par rapport à l'enregistrement ou à la prise de parole native. Hein. Je veux dire, la notation phonétique sera déjà un premier niveau d'abstraction en fait, puisqu'on va essayer de transcrire au plus près possible avec l'alphabet phonétique international, par exemple. On va essayer de transcrire au plus près possible de ce qu'on entend. Puis ensuite, on va dégager de ces transcriptions ce qui est distinctif pour arriver à une écriture phonologique de la langue. Hein, c'est le cas, par exemple, on ne sait pas, quand on transcrit une langue qu'on ne connaît pas du tout. On a commencé, par exemple, à transcrire le Bambara, qui a été fixé par décret en 1967. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait dans le système vocalique des O et des O, des O fermés et des O ouverts. Donc il a fallu transcrire ça sous forme de caractères phonétiques avec le O ouvert et le O fermé. Hein, et ensuite on s'est mis à transcrire les tons, etc. Toute une série d'informations utiles pour distinguer des significations dans la langue, mais qui sont déjà une abstraction par rapport à ce qu'on entend réellement, en fait. Et évidemment, tout ça n'est que, tout dans la langue n'est que variation subtile. Hein, je veux dire, donc, il se passe beaucoup de choses entre la parole, puis la transcription phonétique, puis la transcription phonologique. Donc, le mécanisme de cette production est un autre aspect majeur du même problème. L'énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en discours. Ici, la question... Alors là, on est dans des processus très très généraux. Hein. Vous voyez l'appropriation de la langue et sa réalisation vocale, donc qui va entraîner de grandes différences dans les phonèmes et toute une série de nuances. Hein. Et ici, donc les questions de sémantique et de notion. Hein. La question très difficile et peu étudiée encore est de voir comment le sens se forme en mots. Dans quelle mesure on peut distinguer les deux notions et dans quels termes décrire leur interaction. Donc sens, mots. On va voir qu'il y a des propositions après en fait sur le concept de notion par exemple qui vont permettre de comprendre un peu mieux probablement comment le sens se forme en mots et comment les discours vont construire petit à petit les notions. Je m'explique en fait, parce que ça risque d'être un peu abstrait. Par exemple, je parle d'une maison. Je vous parle de la maison où j'ai été le week-end dernier. C'est une pure fiction, je n'ai pas bougé d'ici. Bon. Donc je suis allé chez des amis, ils ont une superbe maison à la campagne. La maison est au milieu des champs avec un bois d'un côté, il y a une cheminée, donc on a pu faire du feu, c'était super. Voilà. Donc vous voyez que j'ai ancré dans le discours la notion de maison. À partir de là, j'ai emprunté en fait toute une série de choses. Sa localisation, je veux dire, j'ai développé le discours en parlant de sa localisation, en disant elle est au milieu des prés, il y a un bois d'un côté, etc. J'ai emprunté au faisceau de l'objet maison, comme on va le voir tout à l'heure, en disant il y a une cheminée, donc je sais, il y a une cheminée, on a pu faire du feu, etc. Donc vous voyez que par différentes opérations, en fait, on a utilisé une notion qui est donc un ensemble de propriétés d'objets pris à l'intérieur d'une culture. On partage à peu près la même idée de ce que c'est qu'une maison. Vous voyez que c'est complètement culturel aussi, puisque en France, pour des francophones vivant un peu dans l'hexagone, on va avoir l'idée d'une maison avec une toiture, avec une cheminée, etc. On va avoir une représentation un peu canonique de l'objet qui ne sera pas forcément la même que celle qu'on aura en Afrique ou dans le Pacifique ou en Asie, hein, évidemment. Donc c'est des propriétés d'objets prises à l'intérieur de cultures. On est là déjà dans la sémantisation et dans la construction notionnelle. Hein. Donc voilà, comment le sens se forme en mots, dans quelle mesure on peut distinguer entre les deux notions et dans quels termes décrire leur interaction. Donc il y a une interaction entre le sens et les mots, c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder un peu à travers les travaux de Jean-Blaise Grise et un petit peu à travers mes propres travaux sur la construction des notions, à travers des discours de vulgarisation scientifique. Sous la même considération, nous rangerons les procédés par lesquels les formes linguistiques et l'énonciation se diversifient et s'engendrent.
La grammaire transformationnelle vise à les codifier et à les formaliser pour en dégager un cadre permanent, et d'une théorie de la syntaxe universelle propose de remonter à une théorie du fonctionnement de l'esprit. Donc vous voyez dans ce très bref passage, donc il mentionne Chomsky et la grammaire transformationnelle, et nos collègues grammairiens générativistes, donc qui ont donc on embraye un peu sur le débat, la possibilité de débat entre Chomsky et Piaget et la théorie du fonctionnement de l'écrit qui est liée à l'idée de syntaxe universelle pour les générativistes. Voilà, donc vous voyez que les deux écoles ont deux points de vue assez différents sur la langue et sur la manière dont on va la mettre en œuvre. À mon sens, c'est complètement complémentaire en fait, et les descriptions syntaxiques produites par nos collègues générativistes sont tout à fait passionnantes et permettent de voir un certain nombre de constantes en fait évidemment dans la langue et dans les langues en général, au-delà de la grammaire singulière de chacune des langues. Hein. Mais il manque un peu justement cette idée d'inscription en fait de l'individu qui s'approprie la langue, de la mise en fonctionnement de la langue par l'individu et de tous les procédés, en fait, de tous les mécanismes qui vont constituer cet appareil formel de l'énonciation. Donc là, on a parlé un petit peu de la phonétique et un petit peu de la sémantisation, des rapports entre les mots et le sens, mais on va rentrer dans des choses directement plus pragmatiques, en fait, et très simples à comprendre, finalement, sur le jeu des pronoms, la temporalité et la déixis. On peut enfin envisager une autre approche qui consisterait à définir l'énonciation dans le cadre formel de sa réalisation. C'est l'objet propre de ces pages. Nous tentons d'esquisser à l'intérieur de la langue les caractères formels de l'énonciation à partir de la manifestation individuelle qu'elle actualise. Ces caractères sont les uns nécessaires et permanents, les autres incidents et liés à la particularité de l'idiome choisi. Pour la commodité, les données utilisées ici sont tirées du français usuel et de la langue de la conversation. Dans l'énonciation, nous considérons successivement l'acte même, les situations où il se réalise, les instruments qui l'accomplissent. L'acte individuel par lequel on utilise la langue introduit d'abord le locuteur comme paramètre dans les conditions nécessaires à l'énonciation. Avant l'énonciation, la langue n'est que la possibilité de langue. Après l'énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours qui émane d'un locuteur, forme sonore qui atteint un auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a l'introduction du sujet, hein, évidemment, l'acte individuel par lequel on utilise la langue. Hein, donc avant de prendre la parole, la langue n'est que possibilité de langue. Et c'est le sujet qui va choisir, évidemment, comment il va s'approprier la langue, de quoi il va parler et comment il va développer son discours à partir de l'ancrage d'un certain nombre de notions dans le discours. Je veux dire, c'est tout à fait passionnant d'observer ça, en fait, parce que, évidemment, on ne peut accéder à la langue qu'à travers du discours. Je veux dire, tout le reste n'est que fiction, en fait, tout le reste n'est qu'abstraction. Donc, après l'énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours, donc qui émane d'un locuteur. Donc, tout de suite, le locuteur va se constituer comme locuteur. Bedvénis dira plus loin, et je qui dit je. Donc, le je sert évidemment à s'inscrire dans la situation d'énonciation. Et ce pronom naît, le système des pronoms lui-même naît de la situation d'énonciation. Donc, en tant que réalisation individuelle, l'énonciation peut se définir par rapport à la langue comme un procès d'appropriation. Le locuteur s'approprie l'appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques d'une part et au moyen de procédés accessoires de l'autre. Donc c'est clair que en fait, cette énonciation, c'est l'appropriation, c'est un processus d'appropriation de la langue. Dès qu'on se met à parler, en fait, donc on dit je, et on institue en face un interlocuteur qui va d'ailleurs être un protagoniste en fait de la situation d'énonciation. Quand vous regardez à la suite de ça, en fait, le schéma de la communication
qu'a fait Jean Blaise Grise, en fait, vous voyez que ces deux places des deux interlocuteurs sont des places réversibles. C'est-à-dire que le locuteur parle à un locuteur A, parle à un auditeur B, qui lui-même va se transformer en locuteur. Donc il va y avoir une réversibilité de la situation. On est dans une perspective un peu différente des modèles de la communication, un peu classique, évidemment, et aussi dans le fait que finalement, enfin, le locuteur qui prend la parole et qui s'approprie la langue, ben, il construit une image du monde, construit une schématisation, dirait Jean Blaise Grise, qu'il va proposer à son interlocuteur. Et l'interlocuteur, il n'y a pas un transfert d'informations direct, l'interlocuteur va reconstruire cette schématisation et ils vont tous les deux les reconstruire, enfin les construire et les reconstruire en fonction d'un certain nombre de choses qui sont présentes avant la situation, évidemment. Parce qu'il y a des préconstruits culturels, donc la manière dont les notions sont construites. On vient d'en voir un petit exemple avec la maison, et même avec une notion aussi simple que maison, on voit évidemment que la notion est construite à l'intérieur d'une culture. Je veux dire, si on prend des notions plus complexes, peut-être plus complexes, comme la liberté, ou plus idéologiques, comme la liberté, je ne parle même pas de la laïcité ou d'autres choses de ce genre-là, je veux dire, évidemment, on va voir que ces notions sont complètement préconstruites culturellement et qu'elles se modifient en fait au fil des discours qui les modèlent. Donc vous voyez que la perspective est très différente d'une perspective purement centrée sur la langue, puisque là on est effectivement dans l'appropriation du locuteur, l'appropriation par le locuteur d'une langue, de la langue qui a auparavant une virtualité, qui devient un discours. Alors, et de plus, l'interlocuteur va reconstruire le discours en fait en fonction des mêmes choses, en fonction des préconstruits culturels, de ses propres préconstruits culturels qui peuvent être plus ou moins partagés par l'interlocuteur, en fonction de ce qui est proposé, évidemment, il reconstruit à partir de la schématisation qu'a construit le locuteur A, hein, et le reconstruit donc en fonction de ses propres préconstruits culturels, de ses représentations et de ses finalités aussi. On comprend souvent un discours en fonction de ce qu'on veut comprendre, et évidemment ce modèle-là va expliquer beaucoup mieux en fait tout ce qui est malentendu, perturbation de la communication, etc. Enfin, difficultés communicatives et ainsi de suite. Hein. Mais immédiatement, dès que le locuteur se déclare locuteur et assume la langue, il implante l'autre en face de lui, quel que soit le degré de présence qu'il attribue à cet autre. Toute énonciation est, explicite ou implicite, une allocution, elle postule un allocutaire, donc on implante l'autre en face de soi, évidemment, et c'est là que naît le jeu des pronoms. En fait, là, Benveniste s'inspire directement de grammairiens arabes du XIVe siècle qui parlent de celui qui parle pour le je, celui qui écoute pour le tu, et de l'absent pour la troisième personne. Et cette troisième personne, Benveniste va dire plus loin dans d'autres textes, que cette troisième personne est en fait une non-personne. Ça peut très bien être un objet dont on parle, ça peut très bien être autre chose qu'une personne humaine. Alors que dans le je et le tu, a priori, on est face à deux vrais sujets. Hein. Donc les pronoms, là, sont bien des pronoms personnels. Hein. Enfin, dans l'énonciation, la langue se trouve employée à l'expression d'un certain rapport au monde. La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est, chez le locuteur, le besoin de référer par le discours, et chez l'autre, la possibilité de co-référer identiquement, dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. La référence est partie intégrante de l'énonciation. Donc là, la référence, c'est évidemment la possibilité de référer à des notions, mais aussi à tout ce qui nous entoure, tout simplement. Là, je peux référer, on partage, malheureusement, on n'est pas dans la même pièce, c'est la loi de cette terrible situation, mais on peut se référer au moins au texte qu'on partage. Donc, je peux vous dire, au début de la page, au début du premier paragraphe, là, juste après le mais, vous avez immédiatement. Donc là, on se réfère formellement au texte, en fait, et vous voyez qu'on a le même objet de référence. Si on était dans la même salle, si on était à Paris 8, par exemple,
dans la salle A384 ou quelque chose comme ça, je pourrais vous dire, regardez dehors, c'est l'automne, les feuilles commencent à tomber. Donc on aurait la même possibilité de référer au réel et à la situation d'énonciation qui nous entoure. Donc la référence, évidemment, fait partie intégrante de l'énonciation et ça va construire tout le phénomène de la déixis. Ceci, cela, ici, là-bas, etc. Tout ça fait référence, fait référence à des choses qui sont situées par rapport au lieu où on est dans notre moment d'énonciation. Ces conditions initiales vont régir tout le mécanisme et de la référence dans le procès d'énonciation en créant une situation très singulière dont on ne prend guère conscience. Donc évidemment, on fait tout cela d'une façon automatique. C'est universel, en fait, dans toutes les langues, on fait la même chose, hein, il y a à peu près les mêmes... on retrouve les mêmes, même s'il y a des variations, par exemple dans le système des pronoms, vous allez avoir par exemple un duel en plus du pronom de la seconde personne, vous allez avoir des variations aussi dans le système temporel, hein, mais très clairement, en fait, ces processus-là sont universels, en fait. Dans toutes les langues, on réfère à ce qu'il y a autour. Dans toutes les langues, on a un système pronominal et un système d'interlocution. Avec le je et le tu, éventuellement un développement un peu différent après dans la troisième personne. Voilà, donc on va avoir toute une série enfin, même pas de similitudes, d'identités en fait, de constantes d'énonciation et quelque chose de constant dans pratiquement toutes les langues. L'acte individuel d'appropriation de la langue introduit celui qui parle dans sa parole. C'est là une donnée constitutive de l'énonciation. La présence du locuteur à son énonciation fait que chaque instance du discours constitue un centre de référence interne. Cette situation va se manifester par un jeu de formes spécifique dont la fonction est de mettre le locuteur en relation constante et nécessaire avec son énonciation. Donc là, on peut faire référence, vous voyez qu'on peut faire référence à ce qu'on a inscrit dans le discours. Par exemple, si je vous dis, vous vous rappelez la maison dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, donc là, je réfère à quelque chose qui était inscrit dans le discours et dont je vous ai dit un certain nombre de choses, qu'elle avait une cheminée, etc. Le discours, vous avez un peu stocké dans votre base de données interne, vous avez incrémenté votre base de données, vous avez modifié votre présentation de ce dont je vous ai parlé, et je peux maintenant y faire référence. Si je vous dis, vous vous rappelez la semaine dernière, enfin dans 2 semaines, là, après les vacances, je pourrais vous dire, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a parlé de Benveniste, et Benveniste disait « et je » qui dit « je », par exemple. Donc je pourrais référer en fait à un discours qu'on a partagé, à une situation d'interlocution qu'on a partagée. D'autre part, je peux me mettre en rapport aussi avec ma propre énonciation en disant, la prenant en charge de façon différenciée. Je pourrais dire par exemple, j'affirme que toutes ces formes de linguistique sont complémentaires. Donc je me situe, en fait, je prends en charge mon énoncé en l'affirmant. Ou je pourrais dire, je suppose que cette pandémie va quand même s'arrêter bientôt et probablement au début du 2e semestre. Donc là, c'est une supposition. Donc je marque en fait la position que j'ai par rapport à mon énonciation et la manière dont je la prends en charge. Donc référence et prise en charge. Cette description un peu abstraite s'applique à un phénomène linguistique familier dans l'usage, mais dont l'analyse commence seulement. C'est d'abord l'émergence des indices de personnes, donc ce vers quoi on tendait depuis tout à l'heure, le rapport je-tu, qui ne se produit que dans et par l'énonciation. Le terme je dénotant l'individu qui profère l'énonciation, le terme tu, l'individu qui y est présent comme allocuteur. Donc vous voyez que ce qu'on disait tout à l'heure, donc le système des pronoms naît de la situation d'énonciation. Il est nécessaire en fait pour inscrire le locuteur dans la situation d'énonciation et constituer l'interlocuteur. De même nature et se rapportant à la même structure d'énonciation sont les indices nombreux de l'ostension, type ce, ici, etc., terme qui implique un geste désignant l'objet en même temps qu'est prononcé l'instance du terme. Donc ça, c'est la déixis qui vous inscrit en fait dans le cadre, en fait, dans l'univers de référence qu'on partage. Et vous voyez qu'on partage un univers de référence, non seulement quand on est dans la même situation matérielle,
mais aussi quand on se réfère à des connaissances communes ou supposées communes, ou quand on fait ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on construit une connaissance commune et un discours commun auquel on va pouvoir se co-référer. Auquel on va pouvoir co-référer, c'est-à-dire qu'on va c'est une des grandes parties de l'activité discursive, hein. Je veux dire, surtout à l'université probablement, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord sur des notions. C'est pas toujours le cas, des fois il y a beaucoup d'argumentation autour de tout ça, donc on essaye de se combattre ou de se mettre d'accord sur des notions, enfin disons dans le meilleur des cas, on essaye de se mettre d'accord sur des notions qu'on va utiliser en commun et auxquelles on va se référer. Quand par exemple je parle de linguistique, vous avez déjà une image constituée de ce que c'est. Quand je parle de phonologie, vous savez à peu près de quoi je parle. Quand je parle de syntaxe, vous savez à peu près de quoi je parle, etc. Et puis après, plus finement, en fait, on va constituer toutes ces notions et les construire comme des concepts, en fait. C'est-à-dire des choses qui sont stabilisées, où on est d'accord sur les termes. C'est une des grosses difficultés de négociation, en fait, la négociation de ces contenus, enfin de ces définitions et de ces contenus. De même nature, donc l'ostension, donc ça c'est ce dont on vient de parler, hein, la référence, les formes appelées traditionnellement pronoms personnels, démonstratifs, donc nous apparaissent maintenant comme une classe d'individus linguistiques, de formes qui renvoient toujours et seulement à des individus, qu'il s'agisse de personnes, de moments, donc à des choses enfin, isolées, hein, je veux dire discrètes, qu'il s'agisse de personnes, de moments, de lieux par rapport aux termes nominaux, qui renvoient toujours et seulement à des concepts. Or, le statut de ces individus linguistiques tient au fait qu'ils naissent d'une énonciation, qu'ils sont produits par cet événement individuel, et si l'on peut dire semelle natif, donc j'adore ce terme de benhelléniste, donc semelle vient du latin, ça veut dire une seule fois, donc qui naît, en gros on pourrait dire que c'est qui naît une seule fois, c'est-à-dire qui renaît à nouveau à chaque fois. Hein. Donc je crois qu'il n'y a que lui qui emploie ce mot-là, donc si vous voulez faire chic, dans une autre élocution, vous pourrez dire voici un événement semelle natif, et vous verrez que personne ne comprendra ce que vous avez dit. Donc ils sont engendrés à chaque fois, ils sont engendrés à nouveau à chaque fois qu'une énonciation est proférée et chaque fois qu'ils désignent à neuf. Hein. Donc à chaque fois qu'on... donc le je évidemment, et je qui dit je, et chacun d'entre nous se désigne par je. Donc c'est une naissance nouvelle qui désigne à nouveau à chaque fois qu'on l'emploie. Enfin, chaque fois que vous l'employez vous-même, c'est toujours vous, mais je veux dire, chacun l'emploie comme je. Donc c'est une des complexités de la chose. Quand vous dites ce livre, eh bien évidemment, ça peut servir à désigner tous les livres qui sont dans la pièce. Hein. Donc je dis, si je dis ce livre est sur mon bureau, voilà, vous voyez très bien à quoi je réfère. Hein. Ils sont engendrés à chaque fois qu'une énonciation est proférée, et chaque fois il désigne à neuf. Une troisième série de termes afférents à l'énonciation est constituée par le paradigme entier, souvent vaste et complexe, des formes temporelles, qui se déterminent par rapport à l'ego, centre de l'énonciation. Les temps verbaux dans la forme axiale, le présent, coïncident avec le moment de l'énonciation, font partie de cet appareil nécessaire. Donc cette relation au temps mérite qu'on s'y arrête. Donc là on passe à une autre notion en fait. Vous avez vu qu'on a vu la déixis et la localisation, ici, ce, etc. Les pronoms, donc je, et là on passe à la question de l'inscription dans la temporalité. Donc aussi l'énonciation vous inscrit dans la temporalité et elle vous inscrit dans le présent. Benveniste va très bien le développer là par la suite. Donc ça montre qu'en fait le présent existe à travers l'énonciation. Cette relation au temps mérite qu'on s'y arrête, qu'on en médite la nécessité et qu'on s'interroge sur ce qui la fonde. On pourrait croire que la temporalité est un cadre inné de la pensée. Elle est produite en réalité dans et par l'énonciation. De l'énonciation procède l'instauration de la catégorie du présent, et de la catégorie du présent naît la catégorie du temps. Le présent est proprement la source du temps. Rappelez-vous de cette formule qui est très belle, à la fois poétique en fait, et très juste, en fait, puisque quand on parle, on emploie le présent. Je dirais par exemple, je pars à la poste tout de suite. Donc voilà, c'est un moment, je m'inscris dans le moment
en employant le présent. Et du présent va naître le futur et le passé. Hein, donc pour les francophones, mais c'est pareil évidemment si j'allais dire Bambara nebeta posto de là, je vais pour la poste, c'est inaccompli, simplement ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé à la poste, que je ne suis pas encore allé à la poste. Et donc là, l'inaccompli et l'accompli fonctionnent exactement comme la même inscription en fait du sujet qui parle dans le moment présent. Le présent donc est cette présence au monde que l'acte d'énonciation rend seul possible, car qu'on veuille bien y réfléchir, l'homme ne dispose d'aucun autre moyen de vivre le maintenant et de le faire actuel que de le réaliser par l'insertion du discours dans le monde. Donc c'est le discours qui nous permet d'être présent au monde, hein, je veux dire c'est le discours qui nous permet de saisir ce monde. On dit aussi en Bambara, on ne saisit un homme que par sa parole, hein, c'est vraiment la parole, l'activité de langage, et l'activité d'énonciation qui est spécifique probablement de l'être humain et qui l'inscrit dans la temporalité. Donc aucun autre moyen de vivre le maintenant et de le faire actuel que de réaliser par l'insertion du discours dans le monde. On pourrait montrer par des analyses de systèmes temporels en diverses langues la position centrale du présent. Le présent formel ne fait qu'expliciter le présent inhérent à l'énonciation, qui se renouvelle avec chaque production de discours, et à partir de ce présent continu, coextensif à notre présence propre, s'imprime dans la conscience le sentiment d'une continuité que nous appelons temps. Continuité et temporalité s'engendrant dans le présent incessant de l'énonciation, qui est le présent de l'être même, et se délimitant par référence interne entre ce qui va devenir présent et ce qui vient de ne l'être plus. Voilà, donc vous avez cette catégorie du présent qui est le troisième aspect du cadre formel de l'énonciation. Donc souvent on le résume par je, ici, maintenant, c'est-à-dire les trois instances en fait qui vous inscrivent dans l'énonciation. Je, parce que c'est moi qui prends la parole, donc je me construis comme sujet, je me propose comme sujet à travers ma prise de parole. Ici, parce que je suis dans une situation matérielle et physique à laquelle on peut référer ensemble avec les termes ici, là-bas, ailleurs, etc. Ceci, cela. Donc la déixis et la localisation font partie de l'énonciation. Et ensuite la temporalité, en fait, avec le maintenant, qui s'exprime au présent. Donc le fait qu'on s'exprime au présent, qu'on partage un moment. Bon là c'est un peu différent entre nous puisque la communication est asynchrone, mais on peut référer au présent comme on peut référer au futur ou au passé. Voilà, on va s'arrêter là pour ce cadre formel de l'énonciation. Je vous laisse lire la suite. C'est pas un article qui est très très long. Il y a une partie qui est aussi assez amusante et intéressante sur le Enteni des Merina, donc un certain nombre de jeux proverbiaux et de formes formelles. Je vous ai raconté, au moins à certains d'entre vous, comment cette forme de joute proverbiale existe aussi chez les Bambara, et comment il m'est arrivé d'y jouer dans certains taxi brousse de l'Afrique de l'Ouest. Donc je vous le raconterai aussi si ça vous intéresse, à ceux à qui je ne l'ai pas déjà raconté, parce que j'ai toujours peur de répéter 15 fois les mêmes anecdotes. C'est le problème de l'énonciation quand on est professeur, c'est on peut dire plusieurs fois la même chose, et donc avoir peur de radoter un peu. Donc vous avez cette référence-là qui est vraiment une merveille en fait. Donc chaque fois que vous avez le temps, lisez un peu de problématiques enfin pas de problématiques, mais de problèmes de linguistique générale, les 2 volumes de Benveniste dans lesquels vous allez retrouver un appareil formel de l'énonciation et bien d'autres articles. Voilà, et on va voir après donc, comment tout ça s'est développé vers d'autres types comment ça s'est développé vers une linguistique de l'énonciation qui utilise tous ces prolégomènes, en fait, ces premières constatations, et qui va beaucoup se développer et en partie aussi devenir une certaine forme de logique avec la logique naturelle.
Voilà, donc oui, j'ai été très long déjà sur cette première introduction sur l'appareil formel de l'énonciation. Donc à la suite hein, des travaux de Benveniste, évidemment, il va y avoir toute cette problématique en fait de l'élargissement du champ d'intérêt au-delà de la langue à la situation énonciative en fait. Et donc il va y avoir tout un courant de linguistique qui va se focaliser sur l'énonciation. Donc, entre autres, et parmi les plus grands linguistes énonciativistes, Antoine Cuglioli de Paris 7. Donc Antoine Cuglioli a produit 3 volumes, en fait, pour une linguistique de 3 volumes qui s'intitulent donc Pour une linguistique de l'énonciation, Opération et représentation. Donc on ne va pas les travailler aujourd'hui parce que c'est une pensée qui se déploie, euh, qui est parcellaire d'ailleurs. En fait, il n'y a pas une grande théorie très très unifiée. Donc il est peut-être plus simple d'aborder ces idées sur l'énonciation à travers Jean-Blaise Grise, donc, qui a écrit 2 bouquins, hein, Logique et langage, le premier en 90 et Logique naturelle et communication en 96. Donc Jean-Blaise Grise a tenté de rassembler en fait différentes et de donner sa propre vision logique en fait de la question énonciative et voilà d'en faire une espèce de théorie un peu plus harmonisée si j'ose dire ou un peu plus complète peut-être. Voilà, donc en tout cas, donc regardez, jetez un coup d'œil éventuellement là-dessus. Dans le volume 1, vous avez l'article dont je vous ai parlé plusieurs fois, donc, qui est sur le concept de notion, hein, où Cuglioli définit la notion et aussi le concept, d'ailleurs, du coup. Donc voilà, vous avez ces 3 volumes qui sont vraiment dans les fondements en fait, de la linguistique énonciative. Il y a beaucoup de discussions autour du fait de savoir si Cuglioli vient effectivement à la suite de Benveniste ou si c'est 2 visions assez différenciées de l'énonciation, mais ça c'est vraiment des travaux de spécialistes, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce qu'on est déjà très très long. Donc je vous laisse regarder ces volumes-là, éventuellement on y reviendra si vous avez des questions, si vous avez commencé à les lire, si vous avez des questions sur l'énonciation en général et la manière dont Cuglioli voit la théorie énonciative, j'essaierai d'y répondre. Voilà, et on va passer aux travaux de Jean-Blaise Grise à travers un article et après, je développerai en fait à travers des travaux que j'ai menés sur les notions et sur la construction notionnelle. Voilà, je ne voudrais pas être trop trop long. Je ne pensais pas dépasser 1 heure pour cette première vidéo parce que c'est certainement très très long et puis on aura du temps en fait pour interagir en cours. Donc je voulais vous présenter quand même le prochain article sur lequel on va commencer à réfléchir. Donc qui est Logique naturelle et représentation sociale de Jean-Blaise Grise. Donc je vous ai expliqué que Jean-Blaise Grise était a été le logicien de Piaget, puis ensuite il a travaillé avec Cuglioli, et donc il a tenté de formaliser un peu tout ça, en fait toute cette question sur l'énonciation, la construction notionnelle. Enfin, il a essayé en fait de remettre tout ça dans un cadre un peu plus général à travers 2 bouquins qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs, Logique naturelle et communication, puis une version plus développée, non pardon, Logique et langage, le premier, puis une version plus développée qui s'appelle Logique naturelle et communication. Donc c'est les travaux de Grise que j'ai beaucoup utilisés pour analyser en fait la construction notionnelle dans la vulgarisation scientifique, en partant d'une notion qui était une notion en cours de construction, qui était la notion de génome. Et donc j'ai essayé d'analyser comment on construisait la notion de génome à travers des articles de vulgarisation scientifique et comment on l'expliquait, comment on la construisait à travers la notion de texte en fait. Donc je vous présenterai tout ça à travers la notion de texte, hein, je répète, donc des comparaisons entre génome et texte, comment ces comparaisons et ces métaphores servent à construire la notion et petit à petit à la solidifier sous forme de concept hein, dans les articles de vulgarisation scientifique. Donc je vous parlerai de ça en détail. Vous voyez que, bon, évidemment, c'est un tout petit aspect en fait de l'énonciation.
la construction notionnelle. Ça ne reprend pas tout l'appareil, mais dans les travaux de Grise, vous avez l'avantage d'avoir une version assez développée en fait de la logique naturelle et de la manière dont les discours se construisent en fait. Vous allez voir ça en fait de la manière dont les discours se construisent, et ça permet de développer en fait cette théorie des opérations de Cuglioli. Donc je vous ai donné un petit exemple de construction de notions tout à l'heure avec une maison en fait. Et donc dans une maison, dans cette notion, donc cet ensemble assez flou que vous avez dans la tête de ce que peut être une maison, de cette notion, vous allez pouvoir extraire en fait des objets et qui vont avoir des relations entre eux. Donc je vous ai parlé de la cheminée par exemple tout à l'heure. Donc la cheminée c'est une partie de la maison. Donc ce sera une certaine forme d'opération qui va permettre d'extraire cette partie pour l'insérer dans le discours. Donc vous voyez que c'est ça a un intérêt pour commencer à analyser un peu comment se construisent les discours, comment ils progressent. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Enfin, je veux dire, comment ce type de discours peut influer sur des représentations sociales ou sur des modes d'action ou sur une quantité énorme de choses, en fait, comment ça influence la construction de nos notions donc, et leur inscription dans notre culture. Voilà, comment le langage entretient un rapport avec les notions, comment ces notions on les utilise pour fabriquer des discours, comment ces discours influencent les opinions, les représentations. Enfin, vous voyez que c'est un peu au cœur de la linguistique, des comportements sociaux qu'elle peut induire, de la construction des représentations. Vous voyez que c'est un objet, en fait, ce sont des objets beaucoup plus larges que la simple analyse linguistique. Et à mon avis, effectivement, on ne peut pas détacher complètement, en fait, la langue de toute cette activité discursive, de l'activité argumentative et de l'activité de construction notionnelle. Donc on parlera de tout ça dans la prochaine séance. Merci beaucoup.